Premièrement, bonjour, bienvenue à la deuxième édition du prix Excellence 2020, qui est aussi le deuxième épisode de notre World Tour virtuel cette année. Donc, merci de vous joindre à nous cet après-midi. Je me présente, pour ceux qui ne me connaissent pas, François Lagagnère. Je suis un des associés chez Concertec, responsable du développement d'affaires. Puis, je suis accompagné aujourd'hui de Marc-Olivier Bourdeau, Marco pour les intimes, qui est notre coordonnateur marketing. Donc, deuxième édition du prix Excellence FME 2020. Contexte un petit peu spécial. Là. Je pense que de toute façon, personne ne vous apprend rien avec ça. Ce contexte-là, ce qui est intéressant, c'est que ça nous a permis un petit peu de changer la formule par rapport à l'année dernière. On a reçu plusieurs candidatures intéressantes, puis justement, on en a choisi plusieurs au lieu de faire comme l'année dernière. Encore une fois, le but étant de cette initiative-là, c'est vraiment de vous donner à vous des idées de projets, de l'information, puis de mettre de l'avant, de mettre vos projets en lumière, si je pourrais dire. Donc, encore une fois, ça nous donne l'occasion de le faire avec de multiples municipalités. Donc, tant mieux, c'est le fun. Le pourquoi, justement, du concours, c'est justement de démontrer comment des problématiques ont été résolues par rapport à FME. Donc, c'est un petit peu aussi le but de la façon qu'on vous demande de choisir le vainqueur cette année. Donc, encore une fois, qu'est-ce qui a été fait au niveau des FME? Est-ce que c'est quelque chose qui est ingénieux? Comment FME a été utilisé dans le projet? Puis aussi, beaucoup aussi l'impact que ça a dans l'organisation. Le but, c'est pas nécessairement de voter pour le workspace le plus ahurissant, mais vraiment un mix d'ingéniosité et de bénéfices aussi. Dans le cadre de la présentation aujourd'hui, vous allez avoir l'occasion de poser des questions en mode virtuel. Ce que je vais faire à la fin de la présentation, je vais en choisir une ou deux qui vont être, si on en a évidemment, qui vont être les plus représentatives ou qui vont avoir le plus, selon moi, d'intérêt pour l'ensemble de la communauté. Si jamais on en avait beaucoup, on se donne l'opportunité de peut-être vous revenir avec une communication aussi subséquente par rapport à ça. C'est ça, les 4 projets premièrement, je vais revenir sur les vainqueurs de l'année dernière, donc qui était la ville de Longueuil. Leur projet, encore une fois, vous allez les revoir cette année, mais l'idée, c'était de mettre aussi, encore une fois, de l'emphase sur les vainqueurs de la première édition. Et puis, cette année, les projets ou les municipalités qui ont été retenues. Il y a, comme vous voyez, Rivière-du-Loup, Longueuil, Rimouski et Sherbrooke. Et puis, chacune d'entre elles, aujourd'hui, vont avoir 15 minutes pour présenter leur projet. Comme je disais tantôt, après ça, vous allez avoir un petit peu de temps on va avoir un petit peu de temps pour répondre aux questions. Le but, c'est quand même d'avoir un webinaire qui n'est pas trop long, là, qui va durer après 1h15, donc on va essayer de faire ça rondement. Pour ce qui est des présentateurs aujourd'hui, pour la ville de Rivière-du-Loup, vous allez avoir Jérôme Guimont, qui est analyste en géomatique. À Longueuil, ça sera François Fillon-Rouillé, qui est aussi analyste en géomatique, qui avait fait la présentation aussi lors du World Tour de Montréal. Pour Rimouski, on a Luc Bouillon qui est technicien en TI. Peut-être aussi Gilbert Cassista, si le temps le permet, va se joindre à lui. Gilbert qui est directeur TI à la ville de Rimouski. Puis pour la ville de Sherbrooke, ça sera François Fournier, analyste en géomatique, et puis André Corriveau, qui est chef de division pour la gestion du territoire. Donc peut-être Marco expliquer au niveau justement des sondages puis de comment on peut voter pour le gagnant. Oui, donc c'est très simple. Je vais partager à l'instant le lien pour aller voter pour votre projet gagnant. Puis le gagnant va être nommé durant le 3e épisode de la série pour le World Tour, donc mardi le 5 mai. Je tiens aussi à remercier à tous les présentateurs, puis aussi tout le monde qui ont soumis leur projet pour l'excellence FME cette année. On a eu vraiment des projets super intéressants, ça montre le bon engouement envers FME. Malheureusement, je sais que François a montré une photo de l'an passé, là, vous avez vu la belle plaque. Cette année, ça va être difficile parce que les fabrications de trophées ne sont pas considérées comme essentielles en ce temps de crise. Il va falloir peut-être attendre un petit peu là, pour la remise de prix. OK, puis donc, voilà. Sur ce, dans le fond, moi, je veux juste encore une fois réinsister sur les critères quand vous allez voter. Donc, c'est vraiment l'ingéniosité, le problème qui est réglé ou la façon qu'on attaque le problème, puis le bénéfice pour l'organisation aussi.
Voilà. Donc, Je pense que Jérôme, si vous voulez commencer. Oui. Donc, vous pouvez prendre le contrôle de la présentation. Peux-tu me rappeler, rappelle-moi donc, ouais, c'est où? Oui, c'est dans Attendees, Staff, vous allez avoir votre nom, puis juste de cliquer sur les 3 petits points et Make Presenter. Parfait. Et voilà. Entire screen. Ouais. Donc, c'est beau. Oui. Donc, alors, bonjour tout le monde. Moi, je m'appelle Jérôme Guimond. Dans le fond, je suis géomaticien pour la ville de Rivière-du-Loup depuis 2008. Je suis entré en fonction comme premier employé en géomatique pour le service d'ingénierie. Puis, suite à la restructuration des services, dans le fond, en 2016, je fais actuellement partie du service d'éthique qui est établi, dans le fond, à être en croissance au cours des prochaines années. Nous autres, dans le fond, on est une petite équipe très dynamique, dans le fond, de 4 personnes pour gérer toutes les TI. On a un directeur, on a un technicien en informatique, on a un secrétaire de direction, puis il y a moi, dans le fond, qui est tout seul en géomatique. La ville compte 20 000 habitants à l'intérieur d'une MRC qui en contient, dans le fond, 35 000. Ça fait à peu près 2 ans, dans le fond, que j'utilise FME là, quotidiennement. Donc, aujourd'hui, dans le fond, mon sujet de présentation, dans le fond, touche la collecte des matières organiques, puis FME pour la bonne gestion des données, dans le fond, qui en découlent. Dans le fond, comme toutes les villes puis les municipalités du Québec, on a été obligés, dans le fond, de se mobiliser pour répondre, dans le fond, à la politique de gestion des matières résiduelles qui est instaurée en 2011, puis qu'il faut se conformer, dans le fond, pour 2020. Fait qu'il y a eu la MRC de Rivière-du-Loup, la ville de Rivière-du-Loup, puis une compagnie privée Envirogaz, dans le fond, qui avait regardé à l'époque, là, qui avait un intérêt commun, dans le fond, dans la région pour les énergies renouvelables puis la biométhanisation. Fait qu'ils ont fondé, dans le fond, la CEMER avec ce projet-là, dans le fond. Puis, le projet était de concevoir, d'implanter, puis d'opérer une usine de biométhanisation, dans le fond, à Kakuna, juste à côté de notre LET. Ils ont pris la décision à l'époque, dans le fond, d'orienter le projet de la politique de 2020 vers une future usine de transformation, dans le fond, des résidus organiques en biocarburants, la première en son genre, dans le fond, en Amérique du Nord. Les installations de biométhanisation de la CEMER, dans le fond, ils ont demandé un financement à peu près de, grosso modo, de 28 millions. Puis, ils ont combiné, dans le fond, sur le même site, des équipements de captation de gaz, du site d'enfouissement, la réception des matières résiduelles organiques, la digestion anaérobie, la purification du biogaz et la liquéfaction du biométhane. Si chacune de ces technologies-là, dans le fond, est éprouvée, dans le fond, il existe, dans le fond, ailleurs dans le monde, mais la présence de la chaîne au complet, dans le fond, sur le même site, là, ça, c'est vraiment une première. Fait que dans le fond, avec la CEMER, dans le fond, qui est unique en son genre, ça demande un peu là, l'exemple concret de la capacité d'innover dans la région. Le projet, au total, va desservir plus que 100 000 personnes, dont la MRC de Rivière-du-Loup, du Kamouraska, des Basques, de la Métis, puis de la Matépédia. Bien que l'usine, dans le fond, s'alimente par les gaz émanant du site d'enfouissement tout juste à côté, les boues municipales, des résidus des secteurs industriels puis résidentiels, il y a un manque à gagner surtout au niveau du tonnage, au niveau, dans le fond, du résidentiel. Puis on se devait, dans le fond, d'investiguer les statistiques de lavage afin de se donner, dans le fond, des moyens, dans le fond, pour augmenter le taux de participation des citoyens. Fait que le site, dans le fond, il est capable de gérer 25 000 tonnes de matière par année. Puis de cela, dans le fond, on a déjà 8 000 tonnes qui vient du milieu industriel. Puis notre objectif, dans le fond, il est atteint. Par contre, le gros du problème, dans le fond, c'est au niveau résidentiel. On reçoit, dans le fond, 3 600 tonnes par année.
puis on avait un objectif de 17 000 dans le fond. Donc, il y a un manque à gagner au niveau là, du résidentiel, puis on cherche à aller chercher au moins là, 13 000 tonnes dans le fond de plus par année. Dans le fond, dans le but de faire l'introduction à l'implantation d'FME dans mon projet, je dois avant toute chose préciser le plan de la logistique et de la gestion de la collecte des matières résiduelles qu'on a utilisé. La Ville a fait, dans le fond, au tout début du programme, l'acquisition en 2015 de la suite logique, dans le fond, qui s'appelle InnovaSuite, de Latéral Innovation. Cet achat-là, dans le fond, nous a permis de nous prémunir d'une solution qui était des puces RFID pour optimiser la gestion des matières, dans le fond, par le biais des bacs bruns lors des collectes. Ce système-là, c'est un système qui est vraiment complet. Il utilise des puces RFID qui ont été, dans le fond, qui ont été insérées dans le bac lorsqu'il a été moulé. Il y a un système d'information à l'intérieur des camions, puis il y a un détecteur de puces à même le bras de lavage. Tout ça, c'est relié au serveur de gestion, dans le fond, du système. Puis, dans le fond, notre collecte a commencé au mois de novembre 2015 avec un inventaire de 6300 bacs, des bacs de 120 litres là, qui sont répartis dans le secteur résidentiel. Ce système-là, il gère les bacs, l'assignation avec la propriété qui était rentrée au départ quand ils ont livré le bac. Puis, sert aussi à gérer les requêtes, les bris sur les bacs. C'est vraiment complet. Moi, de mon côté, c'est autour de l'été 2017 qu'on m'a demandé là, mes services là, en géomatique pour investiguer, dans le fond, en profondeur les statistiques de lavage du côté de ces bacs-là. Je devais faire, dans le fond, aux premiers abords, des tableaux, des graphiques en Excel pour montrer, dans le fond, l'état de la situation. Puis, dans le fond, comme les levées, dans le fond, les levées RFID, dans le fond, sont enregistrées avec la coordonnée XY du camion. C'est en visionnant, dans le fond, les fichiers, dans le fond, en cartographie, que j'ai remarqué que certains bacs n'avaient pas tous leur levée au même endroit. Puis ils ne correspondaient pas tout simplement, dans le fond, au numéro de matricule de la propriété ou ce qui avait été, dans le fond, associé au départ. Fait que là, on se demandait combien qu'on a de bacs en erreur. Combien? C'est la première chose qu'on s'est demandé, on ne le savait pas. C'était impossible de savoir rapidement non plus ce que les bacs étaient rendus. Donc, il est impossible, là, suite à ça, dans le fond, de faire la comptabilisation des statistiques par citoyen, puis de faire des sollicitations ensuite, dans le fond, qui étaient directement aux résidences, dans le fond, qui avaient reçu un bac. On pouvait pas risquer cette marge d'erreur-là. Fait que là, c'est après ma formation avec FME qui était toute fraîche, dans le fond, que j'ai mis à contribution, dans le fond, pour monter une démarche qui était entièrement automatique du début à la fin, qui permettrait de gérer notre inventaire de bacs à la perfection. Je vous dis d'entrée de jeu que j'ai eu à mon premier roulement de mon workspace, j'ai eu la surprise en 2007 de voir qu'il y avait 618 bacs sur 3680 qui étaient mêlés. J'avais la moitié de mes bacs, dans le fond, qui n'avaient même pas non plus une seule levée par année. Donc, j'ai au moins plus que soit 50% dans le fond des bacs qui sont même pas levés une fois par année. Fait que là, dans le fond, la marge d'erreur des bacs qui étaient déplacés, dans le fond, ça correspondait à 17%. En investiguant en profondeur, dans le fond, on a pu mettre le doigt, dans le fond, sur quelques facteurs qui ont causé ce mélange-là. Dont, dans le fond, des voisins, dans le fond, qui mêlent leurs bacs ensemble. Donc, quelqu'un qui peut partir avec son bac, puis déménager, puis il l'amène avec lui. Ça peut être aussi lors de la livraison que les personnes ont scanné une dizaine de bacs dans la rue, puis qu'ils se sont mêlés, dans le fond, quand ils ont été l'attribuer à la bonne résidence. Il y a plusieurs facteurs, dans le fond, qui rentrent en ligne de compte. Mais même si j'ai tout corrigé mes bacs, si je le fais rouler à tous les 3 mois, j'ai toujours des bacs qui ressortent, dans le fond, qui me disent « Ah, tes bacs, dans le fond, tu as une vingtaine de bacs, une trentaine de bacs qui sont mêlés. » Parce que des fois, les voisins les croisent. Des fois, le bac et le levé changent de place. Mais c'est toujours quelque chose qui je vais devoir faire rouler à tous les 3 mois, mais qui va me donner par la suite des données qui sont 100% exactes à la bonne place au bon moment. Bon, avant d'élaborer, dans le fond, les étapes de mon workspace, je vais vous faire part en premier lieu des problèmes majeurs auxquels j'ai dû faire face avant de réaliser mon modèle.
C'est surtout un problème de précision, dans le fond, des levées GPS des camions, puis le rétrécissement des façades des rues là, dans les cours. J'avais juste, dans le fond, l'information du numéro de matricule à 18 chiffres pour tenter de faire un lien entre l'information entrée au début dans le système de liaison avec la puce RFID. Cette information-là, dans le fond, du numéro de matricule, c'est ma seule information pour lier la propriété et le bac et de voir si le nuage de points, dans le fond, il est plus face à la propriété. Je vous montre ici, dans le fond, avec des deux ellipses, le nuage respectif, dans le fond, des propriétés. Les points jaunes, dans le fond, sont reliés au 108, les points verts au 104A, dans le fond. C'est ça, je me demandais, dans le fond, quand je regardais ça au départ, je me demandais comment j'allais comparer géomatiquement le nuage de points avec la propriété, si ce nuage de points-là, dans le fond, il n'était plus en face de la propriété. L'option de faire un buffer autour de chaque propriété, ça ne pouvait pas fonctionner, même de décaler la ligne de frontage des terrains. Je ne voyais pas aucune façon de faire ça. À chaque adresse, la distribution des points n'est pas pareille. La configuration des propriétés ne sont pas pareilles non plus. Il n'y a rien qui est homogène, dans le fond, dans tout le territoire de la ville. Fait que c'est en fouillant, dans le fond, dans les descriptions des transformeurs au début, là, je ne les connaissais pas tous, que j'ai trouvé le Center Point Replacer. Ce transformeur-là, dans le fond, avec l'option Center of Gravity Point, dans le fond, c'est un outil majeur pour moi dans mon problème parce que j'ai été capable, dans le fond, de placer un point en plein centre du nuage de points, mais en fonction de la masse du nuage, dans le fond. Plus il y avait de densité de points à un endroit dans le nuage, plus le point avait une chance de se coller, dans le fond, sur ce nuage-là. Avant le Center Point, j'ai fait un agrégateur pour ramasser, dans le fond, tous mes points avec le même RFID pour, après ça, dans le fond, placer mon Center Point, dans le fond, dans mon centre de nuage. Dans ma carte de gauche, dans le fond, on voit que le point rouge, dans le fond, ça correspond au Center Point là, de chaque propriété. Puis, dans le fond, c'est sûr qu'à chaque fois que je vais faire rouler mon workspace dans le temps, il va y avoir de plus en plus de points. Mon point rouge va s'amener, dans le fond, à bouger dans le temps. Parce que c'est pas des données qui sont statiques. Plus il va y avoir de volume, plus le point, dans le fond, peut s'amener à changer. Même si j'avais trouvé, dans le fond, ma première étape là, pour résoudre mon problème, j'avais toujours le décalage, dans le fond, qui était en face des propriétés. Il n'y avait rien d'homogène, le nuage, la précision du GPS, le nombre de levées pour chaque propriété. Il n'y avait rien que je pouvais regrouper au niveau homogène pour être capable d'utiliser un autre outil qui allait placer ma propriété, faire le lien avec ma propriété puis mon point mon nuage de points. Fait que là, dans le fond, je voulais pas passer non plus trop de temps là-dessus, fait que j'ai testé, dans le fond, quelques points que j'ai placés le plus près possible du Center Point. C'est mes points verts, mes gros points verts. Je les ai placés le plus près possible du Center Point, puis de la bonne propriété en question. Puis en gardant toujours en tête, dans le fond, que j'allais utiliser après le Neighbor Finder au moins 2 ou 3 fois, que j'allais rouler, j'allais ramasser mes données, puis faire un pont, dans le fond, avec la couche de points entre la propriété puis la valeur entrée dans la base de données latérale au début de tout, là, quand on a livré nos bacs. Dans le fond, ça a été ma deuxième solution que j'ai utilisée pour être capable de mener de terminer mon projet puis d'avoir des conclusions puis être capable d'utiliser, dans le fond, à chaque mois, à chaque 3 mois. J'ai pris 2 jours de plus, j'ai fait mes 5000 points, j'en ai à peu près 5000 que j'ai placés. Je les ai placés, dans le fond, en ayant mon nuage de points ouvert, en ayant, dans le fond, ma propriété, puis je me suis en allé avec ça pour placer ça dans l'entrée charretière le plus proche possible là, du center point de mon nuage de points. Ici, dans le fond, je vous présente juste un petit exemple. Dans le fond, que mon modèle, dans le fond, il détecte les plus petites erreurs de positionnement. Les points verts, dans le fond, c'est les points qui correspondent, dans le fond, à chaque levée de propriété depuis 4 ans. Les turquoises, dans le fond, j'en ai sélectionné une pour une propriété. C'est les points turquoises. Ce sont tous en turquoise. Puis on peut voir, dans le fond, qu'il y en a un à gauche, là, qui est à gauche de la photo. Il est à quelques 100 mètres du nuage de points. Dans le fond, mon Center Point Replacer, lui, il s'est placé en fonction de la masse qui est tout près.
Mais vu qu'il y avait un point qui était à une centaine de mètres plus loin, il s'est tassé un peu. Ça m'a permis, dans le fond, que ma propriété, mon center point replacer, lui, il a ramassé, dans le fond, le matricule de la propriété d'à côté. Fait que là, avec ça, j'ai pu comparer, dans le fond, le matricule du center point versus le matricule qui était entré initialement. Puis j'ai vu qu'il y avait une erreur, dans le fond. Il m'a sorti, dans le fond, comme erreur que mes deux colonnes n'étaient pas le même numéro. Dans le fond, aux sorties de mon workspace, dans le fond, là, c'est ça, je compare mes deux colonnes à 18 chiffres que je fais sortir, ceux-là qui ne matchent pas. J'ai 3 fichiers Excel en sortie en output. Ça me donne, dans le fond, les bacs qui sont à corriger. Dans le fond, ici, dans le fond, j'ai 23 bacs qui sont à vérifier. J'ai fait sortir ça au mois de février cette année. Le deuxième Excel, lui, il me donne le match parfait de mes statistiques. Il me donne les matchs parfaits, dans le fond, de mon évaluation de localisation de mon bac versus la propriété. Avec ça, dans le fond, une fois que, mettons que j'ai des erreurs, je les corrige, je refais rouler mon système, ça me donne, dans le fond, 100% véridique à bonne place. Je prends cette statistique-là, je fais mes graphiques, je fais mes tableaux, puis je donne ça, dans le fond, aux gens, dans le fond, pour la prise de décision par la suite. Puis mon dernier, dans le fond, fichier Excel, c'est qu'en cours de route, mettons que ça fait 4 ans qu'on a le système, il y a un numéro de matricule qui est attribué dans le temps. À l'évaluation, des fois, il change les numéros de matricule. Fait que là, dans le fond, je me ramasse, dans le fond, avec une correspondance qui n'est pas exacte, parce que ma matrice, celle que j'utilise, est toujours à jour. Donc, ce que je fais, c'est que quand je fais mon premier feature merger, ce qui sort en valeur qui est pas associée, dans le fond, je le refais passer avec un autre merger, dans le fond, dans une table de correspondance des anciens numéros de matricule versus les nouveaux. Fait que là, dans le fond, je sais au final que ma table Excel me donne vraiment les bacs qui sont mêlés géographiquement, puis j'ai une autre table qui me dit, regarde, va juste changer le numéro de matricule, mets-le à jour, perds pas de temps à essayer de trouver le problème. Le problème, c'est ton numéro de matricule. Fait que dans le fond, en conclusion de mon projet, là, FME, il représente vraiment, pour moi, c'est une découverte. Je l'utilise à chaque jour. Je tasse pratiquement un Siri pour utiliser tout le temps FME quand il y a du traitement de données. En plus, c'est mon premier projet qui était majeur. Donc, FME, c'est vraiment comme mon bureau pour travailler. Il représente aussi également pour ce projet-là, c'est une bouée de sauvetage. C'est carrément une bouée de sauvetage pour la reprise en main de la gestion des bacs sur le terrain. Sans FME puis sans la méthodologie qu'on a développée, dans le fond, on aurait juste une statistique qui serait globale des bacs levés, sans la certitude, dans le fond, de l'emplacement des bacs. FME représente réellement un impact majeur dans ce projet parce que la quantité et la qualité de l'intrant, dans le fond, font partie de la réussite du projet qui a coûté 28 millions. On a donc maintenant des données qui sont exactes, qui sont complètes en tout temps, des levées de bacs grâce au Workspace. On peut produire, on peut diffuser des tableaux, des graphiques d'évolution du projet puis orienter nos décisions dans ce dossier-là. Grâce au Workspace, dans le fond, on peut envoyer des communiqués incitatifs aux propriétaires directement des résidences qui n'ont pas un taux de participation adéquat. Sans mon projet, dans le fond, on n'aurait pas de statistiques qui seraient représentatives, là. Puis des statistiques qui pourraient être utilisées, ni même songer à envoyer des communiqués aux citoyens. Avec 17% d'erreurs, on ne pouvait pas se permettre d'envoyer des communiqués et de dire, regarde, tu participes pas, puis risquer de se tromper. Fait que FME, dans le fond, m'a permis d'automatiser le traitement d'une base de données qu'on compte maintenant en avril 2020. Là, on a au-dessus de 375 000 levées GPS. Grâce aux outils d'analyse géographique, FME me permet de concevoir entièrement la procédure automatique d'un fichier CSV qui rentre de presque 400 000 lignes. Puis à la sortie, dans le fond, j'ai trois fichiers Excel qui me donnent le portrait là, carrément de la situation sur le territoire. Sans avoir monté le Workspace, je me serais jamais enligné, dans le fond, j'aurais jamais envisagé de faire un travail de cette ampleur-là. En terminant, dans le fond, on est désormais en mesure d'impliquer nos citoyens personnellement en se basant sur des informations qui sont fiables, qui sont véridiques sur la participation à la collecte. Ça, dans le fond, c'est sûr que ça va se refléter par la suite dans une augmentation, dans le fond, de la participation des gens,
du tonnage, puis aussi des profits. Fait que j'aurais terminé ma présentation. Merci. Ben, merci beaucoup, Jérôme. On n'a pas de questions. Je pense que ta présentation était quand même assez exhaustive. Si toutefois il y avait des questions plus tard, je pourrais toujours les reprendre ou les prendre en considération, comme je vais parler, pour faire une communication subséquente. Mais Marco, je pense qu'on peut suivre avec la prochaine présentation. Oui. Donc la ville de Longueuil maintenant qui suit. Donc, M. François Filion-Roulier, si vous pouvez prendre contrôle de la présentation. Puis juste un petit mot aussi pour les autres présentateurs, c'est possible de couper votre son de micro pour pas déranger les présentateurs pendant que durant leur présentation, là, ça serait apprécié. Juste il y a un petit micro à côté de la caméra, là, c'est possible de couper votre son pendant que les autres présentent. S'il vous plaît. Bonjour, j'essaie de voir si... Est-ce que vous voyez l'écran, mais vous ne voyez pas mon PowerPoint, hein? Non, pas pour le moment. Non, je vais inverser ça, ce ne sera pas long. Là, est-ce que ça marche? Oui. Parfait. Bon, donc, bonjour, mon nom est François Fillon-Roulier, je suis analyste en géomatique à la ville de Longueuil. Aujourd'hui, je vais vous présenter notre solution de suivi de la progression des opérations de déneigement alimentées par FME et ArcGIS. Tout d'abord, le service de la géomatique des technologies innovantes de la ville de Longueuil dessert l'agglomération de Longueuil qui a une population d'autour de 426 000 habitants. On utilise la technologie Esri depuis à peu près 24 ans. On a plus de 2000 comptes GeoCité Web, qui est une application web interne que plusieurs participants aujourd'hui en milieu municipal connaissent. On a plus de 50 personnes qui travaillent avec des outils géomatiques desktop ou mobile en continu. On utilise FME aussi depuis au moins 9 ans en FME desktop et 4 ans au moins avec FME serveur. On a près de 300 tâches automatisées réparties tant sur des postes locaux que sur des serveurs parce qu'on en a trop pour l'instant. Puis juste prendre note aussi que c'est seulement le volet géomatique de notre service et non technologie innovante qui est un service d'agglomération. Pour faire une mise en contexte de notre projet, on avait une volonté de suivre la progression des opérations de déneigement en temps réel parce que avec le passé, on avait vraiment une grande difficulté de colliger la progression des 5 différents fournisseurs de services. Parce qu'actuellement, on a une partie de notre déneigement qui est fait à l'interne en régie, puis on a 4 autres sous-traitants qui travaillent pour la ville. À cause de ça, on se ramassait avec plusieurs sources de données, plusieurs plateformes, donc tout était séparé. Donc, on avait une volonté de visualiser les statistiques rapidement, sans trop d'analyse, de façon centralisée. De plus, on avait une volonté d'augmenter l'efficacité et de diminuer les coûts. Donc, être en mesure de contrôler les contrats de déneigement de nos sous-traitants, les sous-traitants de la ville, pour pas aussi monopoliser une ou plusieurs ressources sur le terrain. Parce que pour valider si le travail est fait, il est obligé d'envoyer des employés pour valider si les sous-traitants travaillaient ou même à la limite à l'interne. Donc, en ayant une plateforme technologique, à l'intérieur du bureau, il était capable de pouvoir faire cette validation-là. Depuis, on voulait s'assurer qu'un niveau de service était adéquat et rapide pour les citoyens. Depuis, on voulait avoir aussi des données qui étaient à jour dans des cartes interactives pour permettre aux travaux publics d'avoir un suivi rapide et toujours en fonction de leurs opérations quotidiennes. Pour y arriver, on utilise des données GPS en temps réel. D'abord, notre flotte de véhicules non urgents à la ville a été installée de GPS en 2016-2018 pour un projet pilote, donc seulement une certaine partie de notre flotte. Et depuis novembre 2018, toute la flotte a été installée avec des GPS qui valident aussi différents accessoires. La réception des données des GPS arrive par service web sur GeoEvent Server, qui est une composante d'ArcGIS Enterprise. Le traitement des données reçues en temps réel se fait avec GeoEvent Server.
dans des services qui lui sont propres et achemine les flux de données pour établir un changement de statut dans les opérations de déneigement. Dans notre cas, on en a 4. Le tassement de la neige sur rue, le soufflage de la neige, le et l'épandage d'abrasifs. FME Serveur et FME est vraiment au centre de toute notre opération de déneigement. C'est sûr que visuellement, à la fin, comme je vais vous montrer, c'est plus de la cartographie. Par contre, tout le moteur et tout ce qui fonctionne en arrière est vraiment en grande partie géré par FME. Fait que les prochaines diapositives, je vais vous montrer différentes étapes et fonctions que FME fait pour nous pour arriver à avoir nos calculs d'opération de déneigement. Tout d'abord, on a l'inventaire de la flotte des véhicules. On a commencé, il est en 2 parties. Tout d'abord, par un fichier Excel partagé de l'inventaire. On utilise ce fichier-là pour ça fait une facilité d'utilisation. C'est un logiciel qui est connu par à peu près tout le monde, pour la plupart des utilisateurs. On a créé des listes déroulantes et on a barré la structure pour limiter les erreurs. Celui-là, il est accessible par les utilisateurs aux travaux publics. C'est pas pour nous, c'est vraiment pour les autres utilisateurs. Ensuite, on a le Directory Watcher d'FMS Server qui regarde ce fichier-là pour s'assurer que s'il y a des modifications ou pas. S'il a été modifié, il y a une tâche qui est envoyée au serveur pour mettre à jour l'inventaire dans notre base de données d'entreprise. Cette base de données-là est dans une base de données Oracle qui est aussi gérée par ArcSDE. Elle constitue vraiment la base puis le cœur de toutes nos opérations. Si jamais il y a des erreurs dans le fichier ou qui n'est pas à jour, mais les différentes statistiques ou différentes progressions ne seront pas faites comme il faut. Ensuite, on a une application web de gestion des opérations de déneigement. C'est celle-là qui est dans le fond qui va déclencher toutes les opérations et qui est accessible par les utilisateurs. Donc, elle permet de démarrer les opérations de déneigement, réinitialiser les pourcentages de progression, arrêter temporairement ou faire une pause sur certaines opérations, puis faire l'arrêt final des opérations de déneigement. La gestion se fait avec 12 secteurs différents de déneigement. Puis chaque bouton dans l'application lance un workbench différent. Donc, on utilise des paramètres dans l'application web qui sont ensuite envoyés à FMS Server pour déclencher ces différents workbench-là. C'est aussi sécuritaire car elle utilise les sécurités de FMS Server, mais aussi au niveau de l'identification, on utilise Active Directory pour les identifiants d'entreprise pour la sécurité. Ensuite, vous pouvez voir un petit peu dans l'image, il y a différentes croix à l'écran. C'est comme un tableau des statuts des opérations. Je vais vous le montrer bientôt. C'est FMS Server qui va modifier ces petites icônes-là en fonction de l'état des statuts des opérations. Okay, je vais faire une petite démo. Vous voyez bien, j'imagine? Marc-Olivier, c'est correct? Parfait. OK. Donc, vous avez notre application web. En ce moment, à l'heure actuelle, on n'est pas en déneigement, donc c'est pour ça que vous voyez plein de croix rouges. Donc, quand les opérations sont en fonction et qui sont démarrées, vous allez avoir des différents crochets verts dans ce tableau-là. Plus bas, vous avez les différentes fonctions, le démarrage, réinitialisation des opérations, la progression des travaux, les arrêts des opérations, l'arrêt temporaire, et l'arrêt final avec le bouton rouge. Donc, les 3 sections sont indépendantes et l'arrêt final. Donc, vous pouvez choisir soit tous les secteurs ou seulement un secteur ou quelques-uns à la fois. La même chose pour les différentes opérations. Donc, pour les prochaines diapos, je vais un peu illustrer ces différentes fonctions-là. Je n'entrerai pas dans le détail de tous les workbench parce qu'ils sont assez complexes, il y en a plusieurs, mais je vais quand même faire une espèce de synthèse de chacun. Donc, le premier, c'est le démarrage de la progression des opérations de déneigement. Donc, ça envoie un signal à FMS Server qui déclenche le workbench de démarrage. Celui-là, qu'est-ce qu'il permet? C'est de changer les statuts des lignes de progression du gris, donc en opération non en fonction, vers le rouge qui est non complété. Vous allez voir plus tard dans une carte interactive les différentes couleurs pour voir qu'est-ce qui est fait, qu'est-ce qui n'est pas fait dans notre déneigement. Ensuite, ça crée une tempête pour gérer l'historicité. Au premier démarrage d'une opération, il y a une tempête qui est créée. Je vais vous en parler un petit peu plus tantôt. Ça permet aussi de modifier les statuts des opérations dans la gestion des opérations de déneigement, la petite application web que je vous ai montré juste avant. Donc, on met des crochets verts où
où les opérations sont en fonction et dans les secteurs. Puis finalement, ça envoie aussi une commande FMS serveur pour déclencher la programmation automatique, donc une schedule du déclenchement du workbench, du calcul des progressions. Ensuite, le deuxième, c'est la réinitialisation des opérations. En appuyant sur le bouton de l'application, ça envoie une commande FMS serveur qui déclenche le workbench de réinitialisation. Donc, ce que lui permet, c'est de remettre les pourcentages à zéro de un ou plusieurs secteurs. Par exemple, si un contremaître décide que il y a un secteur qui est terminé ou qui doit être recommencé parce qu'ils ont demandé à l'entrepreneur de recommencer le travail parce qu'il a recommencé à neiger, on peut remettre à zéro le pourcentage. Quand on le met à zéro, le secteur, là où les secteurs choisis sont remis à zéro et la progression qui était faite est envoyée en historique. L'arrêt des opérations, c'est pour un arrêt temporaire ou une pause sur les progressions. Donc, encore une fois, ça envoie une commande FMS serveur qui déclenche le workbench qui, celui-là, permet d'arrêter temporairement et de mettre en pause les progressions. Encore une fois, un peu le même principe que pour initialiser. Si pour une raison XY, on décide qu'un secteur ne doit plus progresser dans ces pourcentages-là, on fait cette fonction-là. Puis, ça va aussi modifier dans notre application de gestion. Donc, les crochets verts qu'il y avait pour un secteur vont devenir en croix rouge à ce moment-là. Finalement, vous avez l'arrêt final de l'ensemble des opérations. Donc, lui, ça finalise la progression pour une opération. Donc, ça envoie une commande. Puis, qu'est-ce que le workbench fait, lui? C'est qu'il change les statuts des lignes de progression. Donc, toutes les lignes de progression rouges et aussi les vertes vont redevenir grises pour dire que l'opération est plus en fonction puis il n'y a plus d'opération qui va être calculée. Ça ferme la tempête qui est en cours puis ça la stocke en historique. Fait que c'est quoi une tempête? C'est qu'on a déterminé que question d'historique, on voulait encadrer dans le temps nos opérations. Fait que quand il y a une tempête qui se termine, toutes les progressions qui ont été faites pendant ce temps-là, entre le début et la fin de la tempête, sont stockées et sont reliées ensemble. Fait que comme ça, on peut savoir qu'il y a eu tant d'opérations ou tant de tempêtes dans l'année, puis faire des statistiques pour chacune de ceux-là. Ensuite, ça va modifier le statut des opérations dans l'application. Donc là, tous les crochets verts vont devenir avec des croix rouges. Puis on va conserver en historique toutes les progressions actuelles au moment de l'arrêt. Finalement, ça va envoyer une commande à FMS serveur pour arrêter notre programmation automatique, notre schedule de calcul des progressions du déneigement. Finalement, c'est celui-là que je viens de parler. C'est vraiment notre plus complexe. Pourtant, on penserait que ce serait le plus facile parce qu'on se dit que c'est des calculs de pourcentage. Par contre, il fait plus que ça. Donc, quand il roule à chaque minute, donc quand on est en opération, FMS serveur roule ce workbench-là à chaque minute. Ce qu'il fait, c'est qu'il va valider les statuts des lignes de progression vertes et rouges provenant du Event Server. Parce qu'en fonction de certains secteurs des déneigements qui sont actifs ou pas, de type d'opération, ou même s'il y aurait un arrêt temporaire qui est en cours, il faut qu'il y ait des statuts qui soient modifiés. Ensuite, il fait le calcul des pourcentages d'avancement. Fait que pour chaque secteur, il y a un pourcentage qui est calculé, mais aussi, on va un peu plus loin au niveau des R1, R2, R2, R3, qui sont les niveaux de service. Donc, des travaux publics voulaient avoir, ils font beaucoup leur gestion comme ça. Donc, le R1 va avoir les grandes artères et R2 un peu moins grosses. Donc, on a nos pourcentages pour ces niveaux de service-là aussi. Il y a également possibilité d'avoir une réinitialisation automatique en fonction d'une cible. Donc, si on détermine qu'un secteur doit réinitialiser automatiquement, par exemple, à 90%, ben c'est possible. Donc, s'il se rend à 90%, automatiquement, sa progression devient en historique, puis on recommence à zéro. On a eu quelques problématiques et enjeux dans notre projet. Tout d'abord, technologique. Tout d'abord, le GeoEvent Server, ça nécessite vraiment une adaptation de son utilisation. C'est sensible puis particulier. Il faut vraiment y faire attention, puis c'est pas, on dirait que c'est pas tout à fait de la géomatique habituelle. Ensuite, il fallait optimiser nos processus parce qu'on y a une quantité monumentale de données GPS. On avait aussi à changer certaines de nos pratiques dans la conception de nos workbench FME. Ça fait longtemps qu'on en fait, on est habitué, mais on a vu que surtout pour diminuer les temps de traitement, parce que étant donné que c'est déclenché par l'utilisateur, on voulait pas qu'ils nous reviennent à nous dire c'est trop long, ça prend trop de temps.
Donc, on a changé certaines pratiques, dont l'utilisation beaucoup du SQL Executor plutôt que travailler directement sur nos couches. On a modifié nos pratiques aussi dans l'affichage des données sur les cartes, pour la même raison, parce que question de rapidité d'affichage. Il a fallu, une des problématiques, c'est la formation et le soutien. Les utilisateurs des plateformes aux travaux publics, c'est pas des gens qui sont très techniques, ils nécessitent de l'accompagnement, notamment au niveau du fichier Excel, bien qu'on pensait que c'était quand même relativement simple. Il fallait vraiment s'assurer qu'ils l'utilisent, qu'ils le rendent comme il faut, parce que c'est leur pourcentage qui était atteint. Si les véhicules n'étaient pas bien rentrés, ils n'étaient pas attribués aux bonnes opérations, ben leur pourcentage rendait pas la réalité. Puis la plateforme, elle devait être presque sans faille pour les utilisateurs, parce que bien qu'on pensait avoir tout fait, mais ça arrivait qu'il nous sortait des choses qu'on se disait même pas possible qu'elle allait être capable de faire. Actionner des fonctions ou utiliser l'application de méthodes qu'on pensait même pas pouvoir. Donc, il fallait essayer de gérer toutes les possibilités. Finalement, la qualité des données reçues. On a eu de la difficulté à nous connecter à un ou deux fournisseurs de données GPS qui étaient différents d'une autre. Donc, on a eu un peu de misère pour ça. Aussi, la gestion des accessoires. Tous nos GPS nous gèrent les accessoires, savoir si la pelle ou la gratte fonctionne sur les déneigeuses ou le souffleur. Par contre, les différents autres sous-traitants n'avaient pas cette fonction-là. Donc, on a déterminé de ne pas l'utiliser, entre autres pour cette raison-là, puis aussi parce que de notre côté, la nomenclature n'était pas normalisée, fait que c'est à peu près inutilisable. Pour l'instant, on utilise les vitesses pour déterminer les statuts, si c'est fait ou pas. Je vais faire une petite démonstration de c'est quoi notre tableau de bord final. Donc, vous voyez ici le territoire de la ville de Longueuil avec les différents véhicules qui sont là. Vous allez les voir bouger. La légende montre les différents types de données avec les couleurs au niveau des statuts de progression. Donc, on se déplace. Donc, en vert, le travail est effectué. En rouge, il n'est pas encore. On va se rapprocher d'un véhicule. On va pouvoir cliquer dessus pour avoir des informations sur ce véhicule-là. Vous allez voir sa date de réception du dernier point, à quelle vitesse il allait, sur quelle opération ou sur quelle catégorie il se trouvait aussi. Vous allez pouvoir voir tout au long de la présentation des pourcentages à gauche et à droite bouger automatiquement. Et là, vous voyez, il avance, vous regarderez où il se trouve, la rue où il se trouve, le statut du segment va changer. Il vient de passer au vert. Donc, les pourcentages changent à gauche et à droite automatiquement et ça, c'est géré par FMS Server avec notre calcul de progression à chaque minute. On peut filtrer les données par secteur. Donc, à gauche, toutes les progressions sont en fonction des secteurs. À droite, c'est la progression moyenne de la ville selon le type d'opération. Donc, vous allez voir en bas à gauche de l'application, il y a 4 onglets. Vous avez l'onglet tassement de rue, tassement trottoir, épandage et soufflage. Donc là, on vient de passer en tassement trottoir. Ça garde l'étendue spatiale, mais on voit que c'est pas tout à fait les mêmes progressions. Même chose, on va garder les filtres. Ensuite, on tombe en épandage. Donc, à ce moment-là, dans cette tempête-là qu'on avait enregistrée, l'épandage n'était pas nécessairement au même niveau. Donc, il y avait beaucoup moins de choses faites que dans le tassement rue et trottoir. On va tomber en soufflage. Donc, on a une progression avec une jauge à droite pour les phases de soufflage. Et si vous voyez les couleurs en gris, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que nos différentes étapes, donc quand c'est en gris, c'est que l'opération de soufflage n'avait pas été démarrée. Généralement, est en effet démarrée uniquement à la fin. Là, ce qu'on vient de voir, c'est la priorité des réseaux. Donc, il avait été cliqué sur le R1 pour permettre aux gestionnaires de voir uniquement les différents types de réseaux pour voir quelle progression qui a été faite. Puis, vous pouvez voir encore une fois, là, dans les dernières secondes, qu'il y a certains pourcentages qui vont bouger en temps réel à ce moment-là. Donc, ça fait le tour de notre présentation. Fait qu'hésitez pas si vous avez des questions dans le Q&A, ça va me faire plaisir de répondre. Et merci beaucoup.
Merci, François. Encore une fois, je pense qu'on n'a pas des questionneux, puis peut-être aussi que le format, il prête moins aux questions, là, mais encore une fois, s'il y en a par la suite qui en ont, vous pouvez toujours les ajouter, puis je me répète, on pourra toujours trouver une façon de faire. Puis, si je peux ajouter un petit point avant de commencer, je sais que tu as mentionné justement certaines complexités par rapport à GeoEvent Server. Si jamais vous avez des questions, ben là, je m'adresse à l'ensemble des gens. Si vous avez des questions par rapport à ça, on est en train de faire différents tests. Puis, dans certains cas, FMS Server avec avec un engin dédié pourrait quand même faire certaines fonctionnalités, mais disons que c'est un petit pitch vente, mais ça pour dire si vous avez différentes difficultés, différentes complexités avec GeoEvent Server, on serait peut-être intéressé à jaser avec vous. De façon générale, c'est envoyé de façon générale, c'était pas particulier à ta présentation, François. Marco? Parfait. Yes, merci. Donc, merci beaucoup, François. Merci pour la présentation. On va passer à la ville de Rimouski. Donc, Monsieur Luc Bouillon. Oui, tout le monde m'entend? Yes. Bon, parfait, on va partager l'écran. Est-ce que tout le monde voit l'écran, c'est correct? Oui. Bon, parfait. Je me présente, Luc Bouillon, chef de division au système d'information à la ville de Rimouski. Et le projet qu'on a décidé de vous montrer aujourd'hui ne touche pas la géomatique. En fait, ce qu'on a fait avec FME, nous, on a fait une synchronisation et mise en ligne du répertoire des employés de la ville. Au départ, la ville de Rimouski, on utilisait FME, puis ça fait pas extrêmement longtemps qu'on utilise FME, mais on l'utilisait principalement pour la géomatique. Et depuis un an, on a essayé de changer un peu notre approche. On a vu que ça pouvait s'appliquer, ça traite des données de n'importe quelle source FME. Donc, on a essayé des nouvelles choses. Et le projet que je vous présente aujourd'hui, c'est un des premiers qu'on a fait justement avec ces nouvelles choses-là. Donc, on l'a appliqué à d'autres domaines, puis ça nous permet d'optimiser nos processus qui sont plus généraux. La mise en contexte, la ville de Rimouski, on est plus de 400 employés qui travaillent temps plein. Il y a beaucoup de postes de travail, des ordinateurs, mais aussi des numéros de téléphone. On parle d'à peu près 200 dédiés là, qui sont fixes et permanents. On se répartit dans 11 services. L'informatique en est un. Et puis l'équipe DTI, on est 11 personnes, dont environ 50-50, autant au niveau équipement et bureautique que suivi logiciel, formation et développement, en fait, nouveau développement. En 2019, la ville de Rimouski, on a fait en fait plus de 10 projets avec FME, ne touchant pas nécessairement la géomatique. On a des projets qui touchent des formulaires WUFU, qu'on est capable d'aller chercher l'information directement par des API. On a des projets qui se connectent aux stations météo puis qui viennent créer des logs d'informations par rapport à ça qui sont par la suite utilisés par les travaux publics. On a aussi des cartes qu'on suit par FME. Dès qu'il y a des modifications, on est capable de créer des logs. Mais aujourd'hui, ce que je vous présente, c'est vraiment comment on a transformé, parce que notre répertoire des employés existait avant FME, mais comment on a transformé notre répertoire des employés. Qu'est-ce que c'était notre problématique par rapport à ce dossier-là? Puis c'est la problématique de plusieurs dossiers qui sont communs à ça. C'est qu'on met on fait de la mise à jour manuelle puis répétée de l'information. En fait, on a de l'information à plusieurs endroits, puis pour que tout se synchronise, il faut que chaque information soit retranscrite ou réécrite. Puis un intranet qui contient un répertoire d'employés, ça se trouve à être la porte d'entrée de toutes les modifications, puis il faut le mettre à jour, ce répertoire des employés-là. Donc, ce qu'on dit ici, maintenir ce répertoire des employés-là, ça demandait quand même un certain temps à plusieurs ressources. On s'entend,
on ne veut pas modifier nécessairement le répertoire des employés à chaque fois qu'il y a une petite modification. Donc, techniquement, on accumulait les changements à faire, puis on les faisait en quelques mises à jour. Donc, l'information n'était pas nécessairement synchronisée, puis occasionnait des erreurs. On a évalué qu'avec ce changement-là, on éliminait l'ensemble des interventions qu'il y avait à faire pour mettre à jour notre répertoire des employés et qu'on pouvait faire ces étapes-là beaucoup plus rapidement, beaucoup plus souvent. Puis là, on dit en utilisant moins de ressources, mais c'est en fait FME étant notre ressource dans ce dossier-là. Notre objectif dans tous les projets qu'on a fait cette année, mais particulièrement pour celui-là, c'était de transformer des tâches récurrentes dans un processus qui est complètement automatisé. On voulait éviter la redondance. On veut se connecter directement sur les sources officielles. On va voir que ce projet-là, il y a des petites particularités au niveau des sources de données puis comment on s'est connecté. On veut aussi automatiser les suivis. Les échanges courriels, quand il y a des choses qui changent, il y a certains services qui doivent être avisés, ben pourquoi pas le faire en même temps. Bref, faire mieux et plus rapidement dans ce dossier-là. On arrive au volet un petit peu plus technique, la source de l'information. En fait, pour bâtir notre répertoire des employés, l'information, ça provient de plusieurs sources. Pour la ville de Rimouski, on a plusieurs logiciels qui sont déjà en place, qui fonctionnent super bien, qui gèrent différents aspects et où l'information se trouve pour qu'on soit capable de mettre à jour notre répertoire des employés. En fait, si on regarde un petit peu la diapositive, les titres d'employés, les services associés, l'information au niveau de la paye se trouve chez les ressources, le service des ressources financières. Et c'est en SQL Server dans les logiciels de PG qu'on a ces informations-là. La téléphonie, la mobilité, les courriels, ça se trouve à être au niveau du service des technologies de l'information. Et on a ça dans Active Directory. Donc ça, c'est déjà des informations qui sont à mettre là pour que ça fonctionne bien. Et au niveau des ressources humaines, ben là, on sait qui on affiche dans l'intranet, dans le répertoire des employés, parce qu'en fait, il faut dire que pour un répertoire des employés, ce n'est pas tous les employés qu'on veut nécessairement rejoindre. Donc, il y a un filtre là, qui est fait et les statuts d'emploi, es-tu actif, es-tu pas actif? Donc, on va chercher l'information directement dans MySQL, c'est une base de données qu'on avait pour les ressources humaines à ce niveau-là. Donc, on voit d'entrée de jeu que le Workbench qu'on va vous présenter tout à l'heure se connecte directement dans des bases de données. Qu'est-ce que ça nous a donné comme résultat? En fait, on a un répertoire d'employés qui n'a plus besoin de maintenance, qui est plus précis parce qu'on est capable de le mettre à jour à chaque jour. Puis on pourrait plus que ça, mais rendu là, c'est pas pertinent. Et qui s'occupe entièrement des suivis par courriel lorsque requis. Puis quand on dit lorsque requis, dès qu'on ajoute un employé, dès qu'une des sources ajoute un employé, ben on avise les ressources humaines. Comme ça, ces personnes-là sont capables de décider est-ce qu'on l'ajoute au bottin ou est-ce qu'on ne l'ajoute pas. Et à partir du moment où il est là, si l'employé s'en va, ben on est capable automatiquement de dire un avertissement, ben l'employé n'est plus, donc on a à le retirer. Qu'est-ce qu'on a fait avec FME pour ce projet-là? En fait, qu'est-ce que ça nous permet? On se connecte directement aux sources des données contenant l'information. Donc, on n'a pas besoin d'aller dans des fichiers Excel qu'on a extraits. On n'a pas besoin de mettre à jour, de demander à quelqu'un de mettre à jour l'information à quelque part, autre que dans la source officielle. Puis, normalement, dans la source officielle, on le fait déjà. On transforme l'ensemble de l'information dans un format qui est utilisable par l'intranet. Comme je disais tantôt, notre intranet existait déjà, notre répertoire des employés existait déjà, mais on a simplement fait en sorte qu'on a transformé la donnée pour être capable de le faire automatiquement. Excusez. Bon, comme j'expliquais tout à l'heure, on génère des courriels de suivi lorsque requis, donc on élimine encore les étapes de suivi là-dessus. Et on l'exécute plus souvent. Présentement, avec FME Server, on le fait une fois par jour. Les outils utilisés dans FME, on va le voir tout à l'heure quand je vais vous montrer le Workbench. On a utilisé des SQL Creator, SQL Executor afin de se connecter directement SQL Server et Active Directory. Donc, ces deux outils-là nous permettent de faire des requêtes pour être capable d'aller chercher l'information.
Et on alimente automatiquement la base de données de notre intranet qui est en MySQL à partir de là. Donc, autant un SQL Creator peut être utilisé pour aller chercher de la donnée que d'aller en pousser directement dans vos projets. Feature Merger, Attribute Manager, là, j'ai vu, là, il y en a d'autres présentateurs. Oups, excusez. Il y a d'autres présentateurs tout à l'heure qui les utilisaient. Ben, en fait, ça sert à concrètement venir regrouper l'ensemble des sources d'informations pour être capable de créer un tableau unique puis regrouper avec nos informations comme ça. Et après, bon, on finalise avec des test filters, HTML générateurs, des emailers, ce qui nous permet de formater, de créer ou décider si on envoie un courriel ou pas. Le courriel, ben, il est déjà formaté puis il est déjà correctement envoyé. Concrètement, les gains, nous, pour les TI, ben, c'est là, on le voit en petit, mais je vais vous le montrer en plus gros tout à l'heure. On a un workbench qui a moins de 30 transformeurs pour réaliser l'ensemble du processus. C'est quelque chose qui est quand même relativement simple. C'est autonome, donc on n'a plus besoin de s'en occuper. Il roule depuis plus de 6 mois, même plus que ça, par FME serveur, puis c'est totalement autonome. Ça a été efficace, en fait, c'est pas un projet qui a pris énormément de temps. Aujourd'hui, ce que je vous dis, c'est que ça a été analysé, développé, implanté en moins d'une semaine. Et c'est automatique, ça remplace environ entre 120 et 150 corrections par année qu'on pouvait faire. Les corrections autant, comme je disais tout à l'heure, le service DTI qui vient modifier un numéro de téléphone, le service des ressources humaines qui vient changer quelqu'un à ce niveau, au niveau de l'emploi où on a la personne, puis les ressources financières où il y a des changements de poste, des changements de personnes là aussi. Donc, tous ces changements-là, on n'a plus besoin de s'en occuper. Dès qu'ils le font dans leur logiciel, ça se transmet le soir même dans notre répertoire des employés. Donc, un gain de plusieurs heures par année à la clé pour se concentrer sur d'autres projets FME. Concrètement, pour les employés, on a un petit aperçu de notre répertoire qui se trouve dans l'intranet. C'est en format plus, parce qu'il est aussi accessible via un téléphone intelligent ou tablette. Donc, c'est notre format adaptatif un petit peu. Un répertoire des employés facile d'utilisation contenant plus de 300 employés. Tantôt, on disait qu'on en avait 500. Il y en a à peu près, on fait le décompte, on en a à peu près 200 qu'on n'affiche pas et ça fonctionne super bien. On permet aussi une recherche simple par service, par titre ou par employé. Donc, oui, on est capable de trouver le nom de quelqu'un, mais par son titre ou par son service, on est capable de rejoindre la secrétaire d'un service, le technicien qui s'occupe de, ou etc. Donc, on est capable de directement avoir une information qui est intelligible. Puis on a aussi la photo de la personne qui nous permet de savoir là, la personne c'est qui là, qu'on tente de rejoindre. On a intégré comme je disais tantôt, le répertoire des employés existait déjà. Par contre, l'information qu'il y avait à l'origine, ben, on se limitait un petit peu. On ne voulait pas nécessairement tout avoir parce que tout avoir veut dire plus de temps. Mais avec FME, tout avoir ne veut pas nécessairement dire plus de temps. On a des nouvelles données, on a des informations au niveau cellulaire, on a les informations au niveau des courriels directement, et il y a d'autres informations qu'on ajoute et qu'on rend disponibles là, uniquement pour les ressources humaines conjointement à ce projet-là. Donc, avec FME, un processus récurrent pour nous, ça devient une opportunité d'innover. Je vais vous présenter un petit peu le workbench, à quoi il ressemble directement, si on rentre dans le pratico-pratique. Donc, on a notre information qui vient, comme je disais tantôt, avec des SQL Creator, SQL Executor, qui vient chercher directement dans nos logiciels et qui va les confronter à notre Active Directory pour aller voir est-ce qu'il y a de l'information qui existe pour venir fusionner tout ça. S'il y en a, ben on la fusionne. S'il n'y en a pas, ben on sert de l'information d'origine dans notre logiciel de paye. Après ça, on vient la confronter à notre intranet. On va voir, ben, c'est-tu un nouveau? C'est-tu un retrait? C'est une modification? Puis, dépendamment du contexte, on vient combiner l'information. On fait notre recherche dans le bottin. Et ensuite, on vient combiner tout ça. On vient décider, est-ce que c'est un nouvel employé? Est-ce que c'est un employé existant? Puis, pour finir, on termine avec un SQL Executor qui vient remplir la base de données intranet à chaque jour, puis il fait que ben on est sans tracas, ça se fait super bien. Si on réduit ceci, on revient à la présentation.
C'est tout pour ma présentation. Merci. Et si vous avez des questions, on va pouvoir y répondre. Vous avez les courriels ici. Si vous avez des choses que vous voulez nous transmettre aussi, là, comment on a fait certains éléments plus en détail, ça va nous faire un plaisir d'y répondre. Excellent. Merci, Luc. Il n'y a pas de questions en tant que telles sur le sur le board. Peut-être que ce n'est pas la meilleure formule non plus pour poser des questions, mais anyway, tu as mis tes coordonnées avec tes coordonnées de Gilbert, donc les gens pourront aller vers vous autres directement s'ils veulent en savoir plus sur votre projet. Exactement. Excellent. Merci encore. Marco? Yes, donc merci beaucoup, M. Bouillon. Dernière présentation, on va passer à André Corriveau et François Fournier de la ville de Sherbrooke. Donc, messieurs, je crois que c'est François Fournier qui prend le contrôle de la présentation, si je ne me trompe pas. Oui, tout à fait. François qui prend le contrôle. Évidemment, le temps que François prenne le contrôle, évidemment, je veux tout d'abord féliciter les villes pour leur présentation. C'est vraiment un beau projet, innovant, inspirant, donc félicitations. Nous, de notre côté, on est évidemment bien fiers d'avoir l'opportunité de parler du projet sur lequel on a travaillé. On a travaillé ce projet-là depuis environ 2 ans. Une des grandes complexités que vous allez voir au projet, c'est qu'il y a plusieurs parties prenantes. Donc, il y a une compagnie d'hydroélectricité. Ça, c'est une particularité qu'on a à la ville. On a impliqué des services de sécurité publique, des employés qui ne sont pas experts, des élus, des citoyens. Donc, plusieurs parties prenantes. Ensuite, il y avait plusieurs solutions professionnelles. Donc, un SCADA, puis vous allez voir, je vais un peu vous expliquer qu'est-ce que c'est un peu plus tard. Des systèmes d'information géographique, évidemment, un ETL fourni par SAFE et service de courriel. Puis, vous allez voir tout au long du projet, là, il y avait plusieurs sources de données. Donc, on a réussi là à bien relever le défi, toute l'équipe de Géomatique. Donc, évidemment, bien fier de tout ça. Je vais vous présenter très brièvement les principaux acteurs du projet. Donc, François. J'y arrive pas, André. Marc-Olivier, tu peux nous aider? Ou... Bon, attends un petit peu. Tu l'avais tantôt, il me semble, la présentation, on la voyait? OK. Oui, on voyait bien la présentation. On voit ton icône en bas de... Ouais, c'est ça. Si tu la mets plein écran, d'après moi, on est correct, François. OK, good. Excellent. Très bien. Fait que, OK, donc on est déjà rendu à vous présenter les 2 prochains acteurs, les principaux acteurs. Donc, on vous fait un petit survol de Hydro-Sherbrooke en chiffres. Donc, c'est quand même la 2e compagnie d'hydroélectricité au Québec. Derrière, évidemment, Hydro-Québec. On a 8 barrages sur 3 cours d'eau. Il y a plus de 175 employés. On a un poste de contrôle. On mentionne ça parce que vous allez voir, c'est important dans la présentation. Là, c'est un peu le cœur de la présentation. Il y a 86 000 abonnés qui sont répartis dans 7 municipalités. Ça aussi, c'est important parce que vous allez voir qu'il y a plusieurs... évidemment, il y avait un défi là d'harmonisation des sources de données. La géomatique de la ville, très brièvement, il y a plus que 1000 employés qui ont accès aux données géomatiques. Plus de 500 couches d'informations qui sont maintenues à jour par une dizaine de personnes. Puis c'est... Au travers de ça, on maintient des solutions, puis on produit des solutions. Donc, c'est l'ensemble des gens à la géomatique. Une quinzaine de cartes interactives qui sont vues de plus en plus, là, 200 000 fois, mais c'est de plus en plus en progression. Une centaine de tâches planifiées avec FME Server. On a évidemment FME Server avec plusieurs engines maintenant, là, parce que c'est très, très, très populaire. Et seulement 2 produits un peu géomatiques, FME Esri. Je dis ça parce que ça a été un peu à la base de notre décision là, pour la suite des choses dans le projet. Vous allez voir. Donc, à l'origine du projet,
les gens de Hydro Sherbrooke ont fait l'acquisition d'un système qui est un SCADA. À l'intérieur de ça, on voulait implanter un module de gestion de la distribution électrique. Donc, on installait justement des composantes en télémétrie pour faire une gestion efficace du réseau. Et évidemment, tout de suite après ça, on s'est rendu compte qu'on avait besoin d'un système où on venait faire la gestion de toutes les pannes. Il y avait déjà certains modules qui étaient offerts par les compagnies, mais on voulait pas vraiment s'en aller vers ces produits-là parce qu'on venait induire des nouveaux produits, une nouvelle relation avec des fournisseurs. Donc, on a pris la balle au bon et on a fait une proposition aux gens d'Hydro et pour définir avec eux un projet, ce qu'on a fait. Donc, l'objectif du projet, vous allez voir, c'est très, très simple. C'est de répondre à quelques questions bien simples quand on a une panne électrique. Donc, habituellement, tout le monde, sans exception, on a à peu près toutes les mêmes questions et les mêmes réflexes. Donc, à savoir comment de temps va durer la panne, de celle-ci, quelle est la cause. Donc, évidemment, on cherchait à mettre en place, vous allez voir, un ou des moyens de communication efficaces avec nos partenaires, nos élus et nos abonnés. En arrière de ça, évidemment, c'était pour réduire le nombre d'appels, puis être de plus en plus efficace. Pour la suite des choses, on a imaginé, malheureusement, ou plutôt heureusement, actuellement, on n'a pas de panne sur le territoire de la ville de Sherbrooke. Donc, François a mis à disposition une carte dans un environnement de test et on vous invite à aller la consulter parce que pendant la présentation, on va simuler des pannes. Donc, vous allez voir un peu l'interface. Ça, c'est une interface évidemment pour le grand public, mais c'est pas la seule façon de communiquer là avec la population. Vous allez voir. Donc, sur ça, je laisse la parole à François qui va vous expliquer un peu plus là, en détail là, les tenants et aboutissants là, au niveau technique. Vas-y, François. Merci, André. En tout cas, moi, je suis du bureau aujourd'hui. Je salue tout le monde qui sont à la maison. Ici, je respecte le confinement. Là, et ma porte de bureau est fermée, puis on est tous plus loin que 15-20 mètres. Donc, je vous invite à aller sur le site, là, Marc-Olivier est supposé copier le lien dans le Q&A. C'est pas parce qu'on veut vous distraire de notre présentation, mais si vous avez un deuxième écran, des fois, ça peut être juste le fun d'aller zoomer in, zoomer out et interroger là, des petites choses. Là. Donc, comme André a dit, on va peut-être jouer une panne là, à la fin. Là. Il parlait de des pannes, mais c'est un patron, donc il est ambitieux. Moi, je vais en jouer une en dernier. Mais mes écrans sont déjà assez pleins de toutes sortes de choses là, ici à côté de moi. Donc, en dernier, on fera un petit jeu là-dessus. Là. Donc, les défis et difficultés là, que j'ai rencontrés, se sont toutes réglés avec FME. Sauf la deuxième, là, vous allez peut-être esquisser un petit sourire, là, mais bon, il n'y a pas de transformer pour celle-là. Si on y va avec la première, là, la performance d'écriture mise à jour tronquée, là, on s'est vite rendu compte que le tronquage était beaucoup plus efficace là, dans notre cas. On a essayé bien sûr avec l'update au départ, mais les temps d'écriture étaient très longs. La deuxième, la gestion des besoins du client. Il n'y a pas de transformer pour ça dans FME. Il a fallu utiliser la méthode Zen un peu pour reprendre le thème du World Tour. On était zen et on a bien écouté ses besoins et on s'est ressourcé. Le territoire d'Hydro Sherbrooke, on est bien au-delà de la ville de Sherbrooke, donc vous pouvez vous imaginer qu'il y a plusieurs BD de différentes formes, donc FME nous a beaucoup aidé à ce niveau-là. Très peu de données géométriques du réseau électrique étaient disponibles. Donc, il a fallu faire avec les données là, du système expert là, que Hydro utilise, surtout des données CSV, des données de texte qu'on a mergées ensemble. Donc, je me répète un peu, là, mais l'arrimage de données, là, 3 BD d'adresses à mettre ensemble, c'était plutôt là, ardu. Bon, c'est pas extrêmement difficile, mais
on a rushé pas mal. Dans une phase 2, il va y avoir des notifications. C'est FME qui va aussi gérer les notifications. On commence à se mettre tranquillement les pieds dedans. On voit que ça peut vite devenir difficile là, selon les besoins de nos clients. Donc, c'est un peu à venir, mais bon, j'en parlerai un petit peu à la fin. Donc, je vous présente le schéma là, par où passe une panne là, qui est diffusée au public à chaque 3 minutes sur notre carte en prod. Vous voyez là, le préposé du CCR, là, si je peux m'exprimer comme ça, CCR, c'est pas le groupe de musique, c'est le centre du contrôle de réseau qui est disponible 24 heures sur 24, a un rôle à jouer là, dans notre système. Leur système expert produit un fichier à chaque minute. Nous, on vient récupérer à chaque 3 minutes. Là, c'est une question de performance. Parfois, il y a certaines pannes qui sont pas là, détectées par le système. Il faut alors que l'abonné, en tant que tel, appelle le préposé du CCR. Donc, à ce moment-là, lui va déclencher une action, puis dans la minute suivante, le fichier va être disponible là, pour nous. J'ai oublié de mentionner là, que peut-être contrairement là, à la plus grosse compagnie d'électricité au Québec, là, on n'a pas de compteur intelligent. Donc, c'est pas automatisé tout ça. C'est les fichiers d'abonnés que je vous parlais au départ là, qui viennent contrebalancer tout ça. Si on se projette un peu plus dans le détail, on va commencer là, complètement à droite là, avec la tâche planifiée à chaque jour. C'est ici que je viens construire ma donnée de base des clients. Dans le fond, la Bible des clients là, que je mets à jour une fois par nuit là, sur notre BD Postgres. Donc, ça ressemble un petit peu à ça. Les intrants, là, on le voit complètement à gauche, c'est un fichier là, de transformateur en panne. On parle ici de TX. Ce n'est plus moins que des transformateurs qui peuvent contenir 1 à 100 clients là, environ. Je n'ai pas le nombre exact, là, mais ça allait devenir là, notre difficulté passait par là, de faire le lien là, avec toutes les BD d'adresse. Donc, chaque TX peut comprendre plusieurs abonnés. La difficulté était de merger là, les fichiers les fichiers texte avec des fichiers de géométrie et sortir un fichier de géométrie justement pour pouvoir se positionner sur la carte. Donc, vu d'en haut, je trouve ça intéressant là, de présenter un workspace là, comme tous les bons utilisateurs de FME. Là, ça illustre un peu la complexité. On ne rentrera pas dans le détail ici. Là. Complètement à gauche, c'est les fichiers d'hydro en texte. Là, puis la suite, ce n'est plus ni moins qu'une suite logique de string replacer, de tester, de future merger et de point on area overlayer. C'est comme ça qu'on vient construire la donnée de base là, à chaque nuit. Donc, rapidement, on peut observer là, ici là, une ligne par abonné qu'on vient mettre à jour dans notre BD. Bon, on représente le schéma pour voir où on est rendu. On était ici. Donc, cette section-là est faite. On s'en va vers le rond vert, là, la tâche planifiée à chaque 3 minutes qui devient notre donnée opérationnelle. Donc, il s'agissait de prendre le fichier fourni par le système expert d'Hydro et de le mettre en relation là, avec la donnée de base produite à chaque nuit. Là. Donc, vous voyez, là, le TX 1090 possède 6-7 clients. On en produit une couche opérationnelle. On tronque la couche, comme je disais au départ, là, puis on écrit à chaque 3 minutes sur la carte publique. Là. Donc, rapidement, là, on met la cause de la panne, là, les valeurs par défaut sont à inconnu et le statut à venir et le rétablissement à venir. C'est là qu'intervient là, les centres, les préposés du CCR. Ils vont venir qualifier la panne là, pour répondre aux questions que le grand public se pose en général. Généralement, là, toutes les mêmes questions qui reviennent, là, les 3 questions qu'on a vues au départ. Là. Pour ça, il fallait développer quelque chose. Là. Ici, à l'interne, une carte... j'ai passé un petit peu rapidement, excusez, on vous représente là, le schéma. Donc, on est rendu ici là, dans la carte éditeur. Cette carte-là, c'est une carte cachée, en fait.
Les seuls accès là, qui sont permis, c'est aux préposés là, du CCR. Donc, c'est une interface assez simple d'utilisation, très rapide pour eux, puisque parfois, plusieurs pannes peuvent survenir en même temps, là. Donc, les préposés peuvent entourer une panne, rapidement venir la qualifier selon les informations reçues sur le terrain ou reçues par l'abonné en tant que tel. Si on voit là, ici l'équipe en route ou équipe au travail, ça donne une information tant qu'au statut de la panne. Donc, le citoyen reste informé en tout temps là, via la carte. La date de rétablissement, l'heure. Hein. Donc, une panne planifiée, qualifiée devient là, une panne non qualifiée devient qualifiée ici là, par le préposé au CCR. C'est l'information qu'on veut savoir et disponible à tous là, en quasi temps réel. Comme je le disais tantôt, il reste beaucoup de choses à faire dans ce projet-là, dont une chose importante avec FME, plusieurs autres choses à côté, mais FME va nous être très utile pour les notifications. Présentement, on a à peu près une dizaine de personnes qui sont reliées aux notifications. Là, c'est un peu en test là, présentement. Là, vous voyez, j'ai développé quelque chose dans le workbench opérationnel aux 3 minutes. Donc, il y a quelques personnes là, qui reçoivent le courriel là, aussitôt qu'une panne est déclenchée. On va avoir des discussions avec le client là, pour savoir vraiment ce qu'il veut là, au cours des prochaines semaines, mois. Là. Donc, présentement, les pannes sont séparées, là, moins de 1000, plus de 1000 et plus de 5000. Dans le futur, on veut ouvrir un petit peu, peut-être viser aussi en temps réel les médias, les mesures d'urgence, peut-être. On a aussi des demandes au niveau de la gestion des eaux qui veulent monitorer leur poste de pompage ou leur poste de surpression, voir s'ils sont en panne, c'est important sur eux, donc on était approchés. Là. Puis si on voit un petit peu plus à long terme, est-ce qu'un jour le citoyen ou l'abonné va vouloir être informé en temps réel qu'il y a une panne chez eux? On verra, là, mais le but, c'est de parler aux citoyens le plus possible. Donc, j'aurai un petit jeu là, pour vous autres. Il va y avoir 3 questions. Là, je passe rapidement là, parce que le temps file. Là. Donc, on va vous poser des questions là, en dernier. Ceux qui veulent répondre sur le Q&A, là, ils ont libre jeu. Là. Je vais essayer de faire tourner la panne, là, puis on va voir ce que ça donne. Là. On s'amuse. Là. Alors, André, je te repasse la parole. C'est bien, merci François. OK. Donc, juste pour, je vais, là, on a fait un lancement de la carte, donc devant médias, et évidemment, tous les gens qui étaient présents étaient vraiment contents du déroulement, mais un peu comme aujourd'hui, on avait pensé qu'il n'y aurait pas de panne sur le réseau de la ville, donc on avait mis en place un environnement de test. Et pendant la conférence de presse, dans notre environnement de production est arrivée une panne. On n'avait pas connaissance, on ne savait pas trop de où ça venait. Et c'est les médias qui ont fait le lien entre un accident automobile qui venait d'arriver. L'automobile avait fauché des poteaux électriques qui a causé une panne. Donc, ces gens-là ont rapidement fait le lien entre la panne qu'ils obtenaient comme information sur le terrain. Donc, évidemment, c'était un fait cocasse qu'on voulait vous partager. Donc, évidemment, puis en même temps, toute la puissance là, du temps réel. Je laisserai le mot de la fin à notre maire. Évidemment, on l'avait invité, notre maire, mais malheureusement, il est occupé par un événement mineur de ce temps-ci qu'on appelle la pandémie. Donc, on l'a plutôt fait parler dans notre présentation. Donc, François, si tu peux tourner juste la prochaine slide. François, 1, 2, test. Oui, excusez-moi, je suis revenu au départ. Rapidement, on va passer tout ce qu'on a vu là. Vous comprenez les jeux du temps réel. Oui, vas-y, François. J'ai fait rouler la panne, là, je crois que c'est en ligne, donc on va pouvoir continuer notre petit jeu là, pour ceux qui veulent y participer. Donc, OK. Donc, ici, le
la fin, dans le fond, c'est vraiment, puis ce qu'on a réussi à faire dans ce projet-là, pour une organisation comme la nôtre, ou évidemment comme toutes les villes ou les organisations publiques, c'est qu'on a ajouté un élément qui amène une transparence et une autonomie des citoyens. De plus en plus, les citoyens sont aptes pour prendre des décisions. Évidemment, en augmentant l'efficacité là, des informations. Donc, c'est ça qu'FME nous a permis de faire dans ce projet-là. Donc, le résultat du concours, évidemment, on n'a pas de grand prix à donner, mais vous allez voir, vous allez être surpris des prix des prix virtuels qu'on peut vous offrir. Est-ce qu'il y a des réponses, François? Pas jusqu'à date, non. OK, ben c'est pas grave, on vous donne quand même les prix. Vas-y, François. Okay. J'ai un 2208. Ouais. Bon, okay. 2208 qui est apparu plusieurs fois maintenant, là. Vous méritez tous un lézard de consortium. Mais merci beaucoup pour votre écoute. Oui, merci spécial à Consortec, particulièrement Marc-Olivier qui a fait un job au quart de tour cette semaine avec mes questions fatigantes. Donc, merci. Ça fait plaisir. Ça s'est bien passé. Je suis fier du résultat. Ouais, ben merci beaucoup à vous qui avez présenté, que ce soit justement François et André qui viennent toujours de terminer, et puis les autres aussi. Parce qu'encore une fois, le but du concours, oui, bon, ça va être de couronner un vainqueur, mais c'est bien plus de justement montrer qu'est-ce qui se fait dans le marché, ce qui est ingénieux, innovant, un peu comme André le mentionnait d'entrée de jeu dans sa présentation. Donc là, encore une fois, je reviens sur le fait, bon, il n'y a pas eu de questions, mais le but, si vous voulez en savoir plus, ben, de toute façon, je pense qu'on est un petit monde en géomatique au Québec. Vous pouvez aller voir directement les villes et les gens qui ont réalisé ces projets-là. Donc, je ne sais pas, Marc-Olivier, si tu veux y aller avec le mot de la fin? Mot de la fin, dans le fond, je vous ai renvoyé à tous là, dans le chat le SurveyMonkey à aller remplir. Ça prend 5 secondes, c'est une seule question, pas plus compliqué. Qu'elle devrait remporter, quelle ville devrait remporter, puis ensuite, comme on peut voir, je pense qu'il y a quelqu'un qui vient de le remplir en direct. Je pense que François, tu es encore en mode... Mais donc voilà, juste aller remplir. Puis merci à tout le monde d'avoir participé. Puis merci beaucoup aux présentateurs. Merci de vous être prêtés au jeu, d'avoir fait les tests avec moi dans les dernières semaines, puis d'avoir soumis. Je crois qu'on peut dire que c'est un succès avec le nombre de présentations qu'on a reçues. Puis je suis certain que le prix devrait revenir là, pour un FME Excellence 2021 l'an prochain. Donc merci à tous. Puis bon après-midi. Merci. Merci, bye.